Ma femme a pris 60% de nos économies, alors j'ai utilisé les 40% restants pour lui rendre la vie misérable. Me sous-estimer a été sa plus grande erreur. La notification de la banque est arrivée sur mon téléphone à 14h17, un jeudi. Un retrait de 147 000 $ de notre compte d'épargne commun. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un virement programmé. Cela n'avait pas été discuté. C'était près des 2/3 de tout ce que nous avions construit ensemble en 12 ans de mariage. J'ai fixé l'écran, pensant que ce devait être une sorte d'erreur ou de fraude. J'ai immédiatement appelé la banque, le cœur battant dans ma poitrine. L'agent a confirmé ce que je ne pouvais pas croire. La transaction a été autorisée en personne par votre femme à notre succursale du centre-ville. Elle a fourni toutes les pièces d'identité nécessaires et a signé le bordereau de retrait. Nous n'avions pas de difficultés financières. Je travaillais 60 heures par semaine à la direction d'une entreprise de construction tandis qu'elle occupait un poste confortable dans une agence de marketing. Nos revenus combinés nous avaient permis d'épargner de manière agressive pendant des années. Nous parlions d'ouvrir notre propre entreprise un jour, ou peut-être de prendre une retraite anticipée. Ces rêves semblaient maintenant de la fumée qui me glissait entre les doigts. Je n'ai rien dit ce soir-là quand elle est rentrée. Je l'ai observée attentivement à la place. Elle se déplaçait différemment, une légère nervosité dans ses gestes, vérifiant son téléphone plus fréquemment, évitant le contact visuel pendant le dîner. Les signes étaient là, mais il me fallait plus que des soupçons. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour la première fois en 3 ans. Dès qu'elle est partie pour son bureau, j'ai commencé à fouiller notre maison. Je n'ai rien trouvé dans les endroits évidents jusqu'à ce que je vérifie derrière la pile de vieilles déclarations d'impôts dans le placard de son bureau à domicile. Un dossier contenant des relevés bancaires d'un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Des dépôts récents correspondant exactement à ce qui avait disparu de nos économies. Mes mains tremblaient pendant que je photographiais chaque document. 12 ans passés ensemble à construire ce que je pensais être un partenariat. Toutes les heures supplémentaires, les sacrifices, les rêves partagés se révélaient maintenant être une mascarade calculée. La trahison était plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai passé la journée à élaborer une stratégie, me forçant à penser clairement malgré la rage et la douleur qui menaçaient de me consumer. Quand le soir est venu, j'ai entendu sa clé dans la porte. Elle a lancé son salut habituel, a laissé tomber son sac à main sur le comptoir et s'est figée quand elle a vu le dossier et les relevés bancaires étalés sur notre table de salle à manger. Allais-tu me dire que tu avais pris 60% des économies de notre vie, ou étais-je simplement censé découvrir qu'elles avaient disparu quand j'en aurais eu besoin? Ma voix est restée stable, contrôlée. Son expression est passée du choc à la colère défensive, puis à un sang-froid calculé en quelques secondes. J'allais te le dire ce week-end. Je prépare juste notre avenir. Notre avenir? J'ai laissé la question en suspens entre nous. Les choses ne vont pas bien depuis un moment maintenant, a-t-elle dit, en évitant mes yeux. Tu as dû le sentir aussi. Je suis resté silencieux, la regardant construire sa justification en temps réel, le choix prudent des mots, le subtil transfert de blâme, la réécriture de notre histoire pour l'adapter à son récit. J'avais besoin de sécurité avant d'avoir cette conversation, a-t-elle continué. Cet argent n'a pas disparu. Il est juste protégé. Protégé de moi. L'implication était limpide. Elle a tendu la main sur la table, essayant de toucher la mienne. Je me suis reculé, ma décision déjà prise. Ce n'était pas un malentendu à résoudre. C'était une déclaration de guerre, et elle n'avait aucune idée qu'au lieu de me briser, elle avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux. Nous devrions parler de ce qui va se passer ensuite, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant pour prendre ce ton persuasif qu'elle utilisait avec les clients difficiles. Oui, ai-je convenu, mon esprit s'emballant déjà de possibilités. Nous le devrions absolument. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-elle dit, en attrapant son verre de vin d'une main ferme. Il pense que nous pouvons rendre cela à l'amiable. Une rupture nette, un minimum de drame. L'audace était presque impressionnante. Elle avait volé notre argent, préparé sa stratégie de sortie, et s'attendait maintenant à ce que je suive son démantèlement chorégraphié de notre vie commune. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, étudiant son visage. Cette étrangère portant les traits de ma femme. Quand as-tu décidé que notre mariage était terminé, ai-je demandé calmement. Son discours répété affaibli. Elle s'était attendue à des larmes,
des supplications, peut-être de la colère. Mon sang-froid ne faisait clairement pas partie de son scénario. Ça couvait depuis un moment, a-t-elle répondu, reprenant confiance. Nous voulons des choses différentes. Tu travailles tout le temps. Nous nous connectons à peine. Le script de divorce standard. Rien de spécifique, juste une vague insatisfaction qui ne pouvait être réfutée. J'ai remarqué qu'elle évitait de mentionner l'argent, la véritable pièce maîtresse de la conversation, les 147 000 $. C'est ce que tu as calculé comme étant ta part. Elle s'est légèrement tendue. C'est environ 60%. La maison est à ton nom. Ton compte de retraite est intouchable. Je devais m'assurer de ne pas me retrouver sans rien. Sans rien. Après 12 ans de revenus partagés, de vie partagée, de rêves partagés. Le récit qu'elle avait construit la dépeignait comme la victime prenant des mesures préventives. Je vais rester chez une amie à partir de demain, a-t-elle continué. Mon avocat contactera le tien la semaine prochaine pour commencer à discuter des termes. J'ai hoché la tête lentement, l'air songeur. J'apprécie ton honnêteté. C'est inattendu, mais je comprends le besoin de clarté. Le soulagement a envahi son visage. Cela se passait plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je formulais déjà des plans pendant qu'elle parlait. Après qu'elle soit montée prendre sa douche, j'ai passé 3 appels cruciaux. Le premier, à mon plus vieil ami, un conseiller financier qui m'avertissait depuis des années de mieux suivre nos finances communes. Le deuxième, à un ancien client qui me devait une faveur substantielle, un détective privé spécialisé dans la recherche d'actifs. Le troisième, à un avocat réputé pour gérer les divorces très conflictuels avec une précision chirurgicale. Le lendemain matin, je l'ai regardé mettre une valise et plusieurs cartons dans sa voiture. Elle semblait presque déçue par mon acceptation calme. Pas de drame qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Pas d'explosion émotionnelle pour justifier ses actions auprès de ses amis et de sa famille. J'espère vraiment que nous pourrons rester civilisés, a-t-elle dit avant de partir. C'est mieux pour nous deux. J'ai souri. Absolument. Je veux ce qu'il y a de mieux pour notre situation. Au moment où sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai commencé à exécuter ma stratégie. Première étape, sécuriser les 40% restants de nos économies avant qu'ils ne disparaissent mystérieusement à leur tour. Deuxièmement, documenter chaque irrégularité financière que je pouvais trouver. Troisièmement, comprendre exactement où l'argent manquant était passé. Au cours des 3 jours suivants, j'ai découvert qu'elle planifiait cela depuis au moins 7 mois. De petits transferts au début, puis des montants de plus en plus importants à mesure qu'elle devenait convaincue que je ne remarquerais rien. L'infidélité financière classique, le précurseur de la vraie. Mon ami détective a appelé le vendredi après-midi. Tu es sûr de vouloir savoir tout ce que je trouve? Certaines choses ne peuvent être ignorées. Tout, ai-je confirmé. Ne laisse rien de côté. Le lundi matin, j'avais établi une nouvelle base financière. Il restait 40% de nos économies initiales. Pas assez pour la vie que nous avions prévue ensemble, mais plus qu'assez pour ce que je devais faire ensuite. Pendant qu'elle me croyait sous le choc de sa sortie calculée, je reconstruisais ma position avec une précision méthodique. Elle a envoyé un texto ce soir-là. Mon avocat contactera le tien demain. As-tu déjà un représentant? J'ai attendu 2 heures avant de répondre. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout est pris en charge. 3 petits points sont apparus pendant qu'elle tapait, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, j'espère que tu comprends que ce n'est pas personnel. J'ai éclaté de rire dans ma cuisine vide. Pas personnel. Le renvoi ultime de 12 ans passés ensemble. La justification parfaite de la trahison. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de cela, j'ai examiné les conclusions préliminaires que mon détective m'avait envoyées. Le document confirmait ce que je soupçonnais mais ne pouvais prouver jusqu'à présent. Sa trahison allait bien au-delà de l'argent, et ma réponse serait proportionnelle à l'offense. Les 40% restants de nos économies seraient plus que suffisants pour m'assurer qu'elle regretterait de m'avoir sous-estimé. Il était temps de lui montrer à qui elle avait affaire. La première phase de ma réponse exigeait de la précision. Les 40% restants, exactement 98 000 $, devaient travailler plus dur que jamais. Pendant qu'elle me croyait paralysée par la détresse émotionnelle,
j'en étais déjà à la 3e étape de ma stratégie. Mon ami conseiller financier m'a mis en contact avec une opportunité d'investissement qui avait été fermée aux nouveaux participants. Un développement immobilier commercial à la périphérie de la ville, qui devrait générer des rendements substantiels en 6 mois. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Ce n'est pas sans risque, m'a-t-il averti alors que nous examinions le prospectus au déjeuner. Mais l'équipe de développement a un bilan impeccable et ils ont déjà obtenu des locataires majeurs pour 70% des espaces de vente au détail. J'ai signé les papiers cet après-midi-là, investissant $75 000. Les $23 000 restants financeraient la prochaine phase de mon plan. Pendant ce temps, mon détective gagnait chaque dollar de ses honoraires. Il a documenté sa rencontre avec son avocat à 3 reprises au cours des 2 derniers mois, bien avant qu'elle n'ait vidé notre compte. Mais plus important encore, il avait découvert un schéma de réunion régulière avec son chef de division au travail. Des réunions qui se prolongeaient bien au-delà des heures de bureau, se terminant souvent dans un hôtel de luxe du centre-ville. Ils sont prudents, a-t-il expliqué, en me montrant des photos horodatées, mais pas assez prudents. Le mardi après-midi, chaque semaine depuis 4 mois. Toujours la même chambre réservée sur son compte d'entreprise. J'ai ressenti un étrange détachement en voyant les preuves. La dévastation émotionnelle à laquelle je m'attendais a été remplacée par une concentration stratégique froide. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il s'agissait de justice. Son avocat a contacté le mien le jour suivant, exposant ses demandes initiales. Au-delà de l'argent qu'elle avait déjà pris, elle voulait la moitié de la valeur nette de notre maison, une partie de mes intérêts commerciaux et une pension alimentaire continue. Mon avocat a qualifié cela de « stupéfiant d'agressivité compte tenu des circonstances ». Elle pense que vous êtes sur la défensive, a-t-il observé, vulnérable et désireux de mettre fin à cela rapidement. Nous allons la laisser entretenir cette illusion pour le moment. J'ai accepté. Combien de temps pouvons-nous retarder sans paraître obstructionniste? Je peux vous acheter 6 à 8 semaines de va-et-vient procédural avant que nous devions montrer notre jeu. Est-ce que ce sera suffisant? Plus que suffisant, ai-je confirmé. L'étape suivante consistait à maintenir les apparences. Je suis retourné au travail, concentré et professionnel comme toujours. Quand mes collègues me posaient des questions sur ma femme, nous avions été des habitués des événements d'entreprise. J'ai simplement mentionné que nous traversions des changements, sans plus de détails. Personne ne se doutait de la guerre calculée qui se déroulait sous la surface. 3 semaines après notre séparation, elle a demandé une réunion pour discuter de la vente de notre maison. J'ai suggéré de nous rencontrer dans un café du centre-ville, décontracté, public, et à 2 pâtés de maison de l'immeuble de bureau de son amant. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, impeccablement vêtue d'une nouvelle tenue que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu as l'air en forme », a-t-elle observé avec une légère surprise. La clarté a ses avantages, ai-je répondu en faisant glisser un café vers elle. Tu voulais discuter de la maison. Son avocat lui avait conseillé une vente immédiate, en partageant les bénéfices à parts égales malgré ma contribution nettement plus importante à la compte et à l'hypothèque. J'ai écouté attentivement, posé des questions raisonnables et semblé considérer sa proposition. Je vais avoir besoin de temps pour y réfléchir, ai-je finalement dit. C'est une décision majeure. Son expression s'est brièvement crispée. Il n'y a aucune raison de retarder. Le marché est favorable en ce moment. 2 semaines, ai-je répliqué. Je dois comprendre les implications fiscales avant de m'engager. Elle a accepté à contre-cœur, vérifiant sa montre à plusieurs reprises alors que notre réunion se terminait. À travers la fenêtre du café, je l'ai regardé marcher d'un pas vif vers un immeuble de bureau familier, juste à temps pour sa réunion du mardi. Ce soir-là, mon conseiller financier a appelé avec des nouvelles inattendues. Le projet de développement avait obtenu son locataire principal en avance sur le calendrier, accélérant à la fois la construction et les rendements prévus. Mon investissement s'appréciait déjà de manière significative. Tu as eu de la chance, a-t-il admis. Ce genre de compression de calendrier arrive peut-être une fois sur 20 projets. Pas de la chance, de la justice. À la 4e semaine, mon détective avait compilé un dossier complet. Date, heure, message texte récupéré d'une sauvegarde cloud qu'elle avait oubliée, et des dossiers financiers montrant que son amant avait aidé à structurer sa stratégie de sortie, y compris des recommandations pour son avocat et son nouveau conseiller financier. J'ai tout transmis à mon avocat, qui a appelé quelques minutes après avoir reçu le dossier.
Cela change tout, a-t-il dit, la voix tendue d'une excitation contenue. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser tout cela? Chaque élément, ai-je confirmé. Elle n'aura plus aucune vie privée. Aucun secret. C'est le but. Les 40% qu'elle m'avait laissé travailler maintenant sans relâche vers le moment où elle découvrirait exactement ce que j'en avais fait, et à quel point je démantèlerais complètement l'avenir qu'elle pensait s'être assurée. À la 6e semaine de notre séparation, des fissures ont commencé à apparaître dans sa façade soigneusement construite. Mon sang-froid continue la déstabiliser clairement. Mon avocat avait répondu à ses demandes de plus en plus agressives par des retards de procédure méthodiques. Tout était parfaitement légal, et exaspérément efficace. J'ai reçu un autre appel d'elle aujourd'hui, a mentionné mon avocat lors de notre mise à jour hebdomadaire. Elle s'impatiente. Elle veut savoir pourquoi nous n'avons pas répondu à leur dernière proposition. Et vous lui avez dit que nous examinions toujours les implications financières, que ces choses prennent du temps, que se précipiter pourrait être désavantageux pour les deux parties. Il a souri finement. Elle n'a pas apprécié ma rigueur. Pendant ce temps, mon investissement dans le développement commercial avait déjà augmenté de 37% sur le papier. Le chef de projet m'avait invité à visiter le chantier, me montrant fièrement comment il battait chaque calendrier prévisionnel. Nous serons entièrement loués avant même d'avoir terminé la construction, a-t-il expliqué alors que nous traversions la structure partiellement achevée. Ce niveau de prélocation est pratiquement inédit sur le marché actuel. Le même jour, mon détective a fourni son rapport final, la pièce concluante que j'attendais. Son amant n'était pas seulement une romance de bureau. Il était marié à la fille de l'associé fondateur de leur cabinet. La liaison mettait en péril son mariage, sa carrière et une importante fiducie familiale. Pas étonnant qu'ils aient été prudents. Pas étonnant qu'elle ait eu besoin d'argent rapidement et discrètement. J'ai autorisé la phase suivante immédiatement. Mon détective s'est arrangé pour que l'information, soigneusement aseptisée pour protéger mes intérêts, parvienne à l'associé fondateur par une source anonyme mais vérifiable. La réaction a été rapide. 3 jours plus tard, elle m'a appelé directement pour la première fois depuis son départ. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale, l'écoutant plus tard avec un détachement clinique. Nous devons parler. Quelque chose s'est passé au travail. Rappelle-moi. J'ai attendu 24 heures avant de répondre par texto. Occupé par le travail. De quoi as-tu besoin? Sa réponse est venue instantanément, pas par texto. Pouvons-nous nous voir demain? Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer au même café qu'auparavant. Cette fois, elle est arrivée en avance, déjà assise dans une banquette d'angle quand je suis entré. La femme confiante et posée qui avait quitté notre maison avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de visiblement stressé, balayant constamment la pièce du regard comme si elle s'attendait à être reconnue. Tu as l'air préoccupé, ai-je observé en m'asseyant en face d'elle. Il y a eu une situation au travail, a-t-elle commencé, la voix basse. J'ai été mise en congé administratif en attendant une enquête. J'ai haussé un sourcil. Quel genre d'enquête? Ils appellent ça un examen de l'éthique professionnelle et de la conduite au travail. C'est ridicule. Quelqu'un me cible de toute évidence. Elle s'est penchée en avant. Je pourrais avoir besoin d'accéder à des fonds supplémentaires jusqu'à ce que ça se tasse. L'audace était à couper le souffle. Après avoir pris 60% de nos économies, elle en demandait maintenant plus. Qu'est-il arrivé à l'argent que tu as déjà pris, ai-je demandé calmement. Son expression s'est durcie. Il est bloqué dans des investissements sur les conseils de mon avocat. Pas facilement liquidable en ce moment. C'est dommage, ai-je répondu. J'ai bien peur de ne pas être en mesure d'aider. J'ai dû faire quelques ajustements financiers moi-même récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? La suspicion s'est glissée dans sa voix. Juste que les circonstances changent. Nous le savons tous les deux mieux que quiconque. Elle a étudié mon visage, cherchant quelque chose. De la faiblesse peut-être, ou un soupçon du mari accommodant qu'elle avait toujours connu. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, elle a changé de tactique. Ce retard dans la procédure de divorce ne nous aide ni l'un ni l'autre, a-t-elle dit. Mon avocat dit que votre camp est inutilement obstructionniste. Je préfère dire approfondi, ai-je corrigé. Après tout, nous parlons de 12 ans de finances partagées. Cela mérite une considération attentive, tu ne crois pas? Avant qu'elle ne puisse répondre,
son téléphone a vibré avec un texto entrant. La couleur a quitté son visage pendant qu'elle le lisait. « Je dois y aller », a-t-elle dit brusquement, en rassemblant ses affaires. « Nous continuerons cette discussion plus tard. » Je l'ai regardé se dépêcher, sachant exactement ce que ce message contenait. Son amant venait d'être convoqué à une réunion d'urgence avec les associés du cabinet, une réunion dont il ne sortirait pas avec son poste intact. Ce soir-là, mon conseiller financier a appelé avec la nouvelle que le développement commercial avait obtenu un locataire de prestige pour son espace restant, augmentant instantanément la valeur de mon investissement de 20% supplémentaire. « Tu es peut-être l'investisseur commercial débutant le plus chanceux que j'ai jamais vu », a-t-il ri. Sérieusement, ce genre de retour sur investissement en si peu de temps est exceptionnel. Pas de la chance. De la stratégie. 2 jours plus tard, mon avocat a reçu une communication du sien. Le premier signe de retraite. Ils étaient soudainement ouverts à des discussions de distribution plus équitables, suggéraient la médiation plutôt que la poursuite du litige. Ils sentent la pression, a noté mon avocat. De quelque part au-delà de nos actions. Voulez-vous m'éclairer? Disons simplement que sa situation professionnelle est devenue compliquée, ai-je répondu. Comment devrions-nous répondre? Nous ne répondons pas. Pas encore. Laissons-les mariner un peu plus longtemps pendant que nous préparons notre contre-offre. Les pièces se mettaient en place plus vite que je ne l'avais prévu. Les 40% restants valaient maintenant près de 70% de nos économies initiales et augmentaient chaque jour. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'équation. Elle avait pris nos rêves communs et trahi notre partenariat. Maintenant, elle regardait son avenir soigneusement planifié se désintégrer, une pièce méticuleusement orchestrée à la fois. Et je ne faisais que commencer. 8 semaines après son départ, elle a demandé une réunion urgente à notre maison, la maison qu'elle avait abandonnée. Son message texte portait un ton distinct de désespoir sous sa formalité soigneusement formulée. J'ai accepté, fixant l'heure pour samedi après-midi. J'ai passé la matinée à examiner des documents avec mon avocat. L'investissement immobilier commercial avait dépassé toutes les prévisions, doublant presque mon investissement initial en un temps record. La société de développement m'avait même approché pour participer à leur prochain projet en tant qu'investisseur de la première heure. Vous êtes dans une position exceptionnelle maintenant, a observé mon avocat, en examinant les états financiers, bien plus forte que lorsque ce processus a commencé. Je suis arrivé à la maison 30 minutes avant notre réunion prévue, disposant des documents clés sur la table de la salle à manger, la même table où je l'avais confronté au sujet de l'argent manquant 2 mois plus tôt. La symétrie semblait appropriée. Elle est arrivée précisément à l'heure, visiblement différente. Les vêtements de marque avaient été remplacés par quelque chose de plus sobre. La posture confiante avait disparu. Même son apparence soigneusement entretenue montrait des signes de négligence. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, a-t-elle commencé, restant debout même après que j'ai fait un geste vers une chaise. Mon avocat pense qu'il est préférable que nous essayions de résoudre cela directement. Changement d'approche intéressant, ai-je noté. Qu'est-il arrivé aux canaux officiels sur lesquels vous insistiez tant? Elle s'est finalement assise, posant une enveloppe en papier craft sur la table. Je suis prête à être raisonnable concernant le règlement. Les conditions initiales étaient peut-être ambitieuses. Ambitieuse, ai-je répété avec un léger sourire. C'est une façon de décrire la tentative de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Ce n'était jamais mon intention, a-t-elle contré rapidement. J'avais besoin de sécurité pendant une transition difficile. En volant près de 150 000 $. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas du vol. C'était notre argent. C'est pourquoi tu l'as pris en secret. Pourquoi tu ne l'as admis que lorsque tu as été prise? Pourquoi tu as immédiatement engagé un avocat pour essayer de légitimer le vol? Nous nous écartons du sujet, a-t-elle dit en tapotant l'enveloppe. Ce sont des termes de règlement révisés, beaucoup plus équitables. Je pense que vous les trouverez justes. Je n'ai fait aucun mouvement pour prendre l'enveloppe. Au lieu de cela, j'ai fait glisser mon propre dossier sur la table. Avant de discuter de votre proposition, vous devriez examiner la mienne. Elle a hésité avant de l'ouvrir. Son expression est passée de la contenance professionnelle à la confusion, puis à une horreur croissante alors qu'elle tournait chaque page. La première section contenait la documentation complète de sa liaison, y compris des photographies,
des reçus d'hôtel et des transcriptions de messages textes récupérés de Sauvegarde Cloud. La deuxième détaillait comment son amant avait été licencié du cabinet, sa fiducie familiale étant en péril après que son beau-père ait découvert l'affaire. La troisième montrait des dossiers financiers prouvant qu'elle avait commencé à siphonner de l'argent des mois avant la séparation. Un cas clair de fraude financière que mon avocat avait méticuleusement documenté. La dernière section était la preuve la plus accablante, elle et son amant avaient discuté de l'utilisation des ressources de l'entreprise pour créer une agence concurrente, approchant plusieurs clients clés alors qu'ils étaient encore employés. De l'espionnage industriel qui violait de multiples clauses de leur contrat de travail et constituait potentiellement un comportement criminel. « Où as-tu eu ça » a-t-elle chuchoté, ses mains tremblant alors qu'elle posait la dernière page. « Est-ce que ça a de l'importance » ai-je demandé calmement. « Tout ce qui est là est authentique, comme vous le savez bien. C'est une violation de la vie privée. C'est du harcèlement. » « Non » ai-je corrigé. « C'est la conséquence. Vous avez pris des décisions calculées, en supposant que je m'effondrerais en une victime commode. Vous avez mal calculé. » Elle s'est levée brusquement, la chaise raclant le sol. Mon avocat répondra à cette tactique d'intimidation. Avant que votre avocat ne fasse quoi que ce soit, vous devriez regarder le dernier document. Avec une réticence visible, elle s'est tournée vers la dernière page, un relevé bancaire montrant la valeur actuelle de mon investissement, qui valait maintenant beaucoup plus que le montant qu'elle avait pris. Comment as-tu ? Les 40% que tu m'as si généreusement laissés. Il s'avère que c'était plus que suffisant. La différence, c'est que j'ai construit quelque chose avec, pendant que tu regardais tes fonds volés disparaître en frais juridiques et en frais de subsistance depuis que tu as perdu ton emploi. Pour la première fois, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Pas de la colère ou de la frustration, mais la prise de conscience naissante qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle finalement demandé. « Tout ce que tu as pris, restitué avec intérêt. La maison reste exclusivement à moi. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation supplémentaire sur aucun actif. Une rupture nette et complète avec un accord de non-divulgation liant les deux parties. Et si je refuse ? » J'ai fait un geste vers les documents étalés sur la table. Tout ceci devient public, pour les clients du cabinet, pour vos contacts dans l'industrie, pour nos amis et notre famille qui croient encore à votre histoire de séparation à l'amiable. Elle s'est affalée dans la chaise. La couleur a quitté son visage. Tu détruirais complètement ma réputation. Tu as fait tes choix, ai-je répondu d'un ton égal. Je m'assure simplement qu'ils s'accompagnent des conséquences appropriées. Le silence s'est étiré entre nous, lourd du poids du pouvoir inversé. Finalement, elle a rassemblé les documents avec des mains tremblantes et s'est levée. Je vais devoir en discuter avec mon avocat. Bien sûr, ai-je convenu. Vous avez 48 heures avant que nous procédions au dépôt de tout cela en audience publique. Des documents comme ceux-ci deviennent des archives publiques pendant les procédures de divorce, vous savez. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, les épaules affaissées par la défaite, je l'ai interpellée. Une dernière chose, l'accord de règlement révisé n'est pas négociable. C'est mon offre finale. Elle s'est arrêtée sans se retourner. Tu as planifié ça depuis le début, n'est-ce pas ? Dès que tu as découvert que l'argent avait disparu. J'ai simplement utilisé les ressources à ma disposition, ai-je répondu. Exactement 40% de ressources. Après son départ, je me suis versé un verre et suis sorti sur la terrasse arrière. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le jardin que nous avions autrefois prévu d'aménager ensemble. Tant de projets abandonnés, tant de promesses rompues. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je ne ressentais qu'une calme satisfaction. Les 40% avaient fait leur travail. J'attendais maintenant sa reddition. L'accord de règlement est arrivé exactement 47 heures plus tard, juste avant ma date limite. Mon avocat a appelé dès qu'il l'a reçu. Ils ont accepté toutes les conditions sans modification, a-t-il dit, une surprise évidente dans sa voix. Je n'ai jamais vu quelqu'un céder aussi complètement en 15 ans de pratique. Qu'est-ce que vous lui avez montré exactement? Les conséquences de m'avoir sous-estimé, ai-je répondu simplement. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard lors d'une brève procédure au tribunal. Aucun de nous n'a parlé au-delà des réponses légales requises. Son avocat avait l'air défait, évitant à peine mon regard alors que nous signions les derniers documents. Mon avocat, au contraire, ne pouvait s'arrêter de sourire.
Comme stipulé dans notre accord, elle m'a transféré le montant total qu'elle avait pris, plus 20% d'intérêt, le jour même. Combiné avec les rendements de mon investissement, ma situation financière était maintenant substantiellement plus solide qu'avant son départ. La justice poétique rendue par une stratégie calculée plutôt qu'une réaction émotionnelle. À l'extérieur du palais de justice, elle s'est approchée de moi une dernière fois. La femme confiante et manipulatrice qui avait orchestré notre destruction était méconnaissable dans la silhouette discrète qui se tenait devant moi. « Je n'aurais jamais pensé que tu te défendrais comme ça », a-t-elle admis doucement. « Tu as toujours été si accommodant. Tu as confondu la considération avec la faiblesse, ai-je corrigé. Une erreur commune. » Elle a jeté un coup d'œil vers le parking où son amant attendait dans une berline modeste, une dégradation significative par rapport à la voiture de luxe qu'il conduisait pendant leur liaison. Tous deux inemployables dans leur secteur après mes fuites d'informations stratégiques auprès des décideurs clés. « Est-ce que ça en valait la peine ?» a-t-elle demandé. « Détruire nos deux vies juste pour gagner. » J'ai étudié son visage un instant, cherchant toute trace d'une véritable introspection. N'en trouvant aucune, j'ai répondu avec précision. « Ma vie n'est pas détruite. Elle est transformée. Quant à la tienne, tu as choisi ton chemin au moment où tu as décidé que notre partenariat était jetable. Tu aurais pu juste me laisser partir, a-t-elle persisté. Accepter le règlement initial, passer à autre chose. L'audace restait impressionnante, même maintenant. Dans son récit, j'étais toujours en quelque sorte le méchant pour avoir refusé d'accepter sa trahison avec gratitude. Le règlement n'était pas à toi de le dicter, lui ai-je rappelé. L'argent n'était pas à toi de le prendre. La confiance n'était pas à toi de la briser. Tu as établi les règles du jeu quand tu as choisi la tromperie. J'ai simplement mieux joué le jeu. Elle a tressailli à cette froide évaluation. Et maintenant, seras-tu satisfait de savoir que tu m'as laissé sans rien? Tu n'as pas rien, ai-je corrigé. Tu as exactement ce que tu as mérité par tes choix. Le même principe s'applique à moi. Sans attendre sa réponse, je me suis dirigé vers ma voiture où mon avocat attendait. En partant, j'ai aperçu une dernière fois son reflet dans le rétroviseur, debout, seul sur les marches du palais de justice, regardant la vie qu'elle avait si mal calculée disparaître pour toujours. 3 mois plus tard, le développement immobilier commercial a tenu sa grande ouverture. En tant qu'investisseur, j'ai eu droit à une visite personnelle de l'équipe de développement, qui m'a fièrement montré les espaces de vente au détail entièrement loués et expliqué comment la valeur de la propriété avait presque triplé depuis le début. Nous aimerions vous offrir la première place dans notre prochain projet, a mentionné le développeur principal à la fin de la visite. Votre investissement initial est arrivé à un moment crucial. Nous apprécions les partenaires qui savent reconnaître les opportunités et s'engager quand cela compte. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse, regardant le coucher du soleil avec un sentiment d'achèvement. La maison était à moi seul maintenant, redécorée, rénovée et purgée des souvenirs qui ne me servaient plus. La sécurité financière que nous avions bâtie ensemble avait été menacée, puis renforcée par l'adversité. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. L'agence de marketing où elle avait travaillé avait été acquise par une plus grande agence, l'associé fondateur prenant sa retraite après de récents défis de gestion. L'écho final de l'effondrement que j'avais orchestré. J'ai repensé à sa question au palais de justice. Est-ce que ça en valait la peine? La réponse restait sans équivoque. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de satisfaction émotionnelle. Il s'agissait de conséquences et de principes, de refuser d'être une victime lorsqu'on est ciblé par quelqu'un qui croyait que je me briserais plutôt que de me battre. Les 40% qu'elle m'avait laissés, probablement un montant qu'elle avait calculé comme juste assez pour apaiser mais pas pour donner du pouvoir, étaient devenus l'instrument d'une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Parfois, la plus grande force réside dans le fait d'être sous-estimé par ceux qui croient vous connaître complètement. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai levé mon verre dans un toast silencieux. Pas à la victoire sur elle, mais à l'homme que j'avais découvert en moi-même lorsqu'il a été mis à l'épreuve. L'homme qui a refusé de mendier, de supplier ou d'accepter les mauvais traitements. L'homme qui a répondu au calcul par la stratégie, à la trahison par la conséquence. L'homme qui a transformé 40% en tout. Notre histoire est arrivée à son terme.